Peuple du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, nous tenons à vous souhaiter une bonne journée dominicale, puisque nous sommes dans la journée du 1er avril 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Et excusez-nous, on va juste ajuster la hauteur des caméras et on va se mettre à tenir cette petite conversation à partir de Toronto au Canada, dans cette journée du 1er avril 2018. Bon, pourquoi nous nous sommes connectés aujourd'hui? Tout d'abord, nous avons reçu plusieurs inbox des gens qui nous demandent qui êtes-vous. Voilà, donc beaucoup de sources, beaucoup de grands de ce monde, beaucoup de gens ne savaient pas ce que nous étions, et donc on était donc question de préparer une certaine bibliographie et éventuellement commencer par le direct aujourd'hui, parce que nous avons promis à tous ces soutiens que nous allons être en ligne et éventuellement nous allons faire cette petite présentation. Hier, quand nous avions déballé des petites histoires en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, éventuellement le voyage de Sassou, la diaspora et l'implication de la jeunesse, une question avait été posée par un compatriote. Donc vous allez me permettre, je vais simplement tourner la caméra pour essayer de regarder ce que ce compatriote nous disait dans cette question. Donc juste un instant. Donc c'est ce compatriote ici, monsieur Gervais Birangui, qui posait la question de savoir bonjour mon frère Bernard Pongui, est-ce que ce soir à 17 h dans ton Facebook Live, tu pourras essayer de partager des solutions pour le Congo-Brazzaville et la diaspora avant la chute de Denis Sassou Nguesso et après, pour que les Congolais aient une force de map ou carte qui peuvent suivre. Il dit, je suis en train de suivre, en train de regarder mes frères de la diaspora de la France live en ce moment, mais j'entends beaucoup plus de plaintes que des solutions pour notre peuple. Merci Gervais Birangui. Voilà, donc, chers amis démocrates africains, c'est ce compatriote Gervais Birangui qui nous avait donc posé cette question hier, et nous avions dit que on s'était déjà préparé pour faire un sujet spécifique qui est celui que nous avons parlé hier. Et nous avons pensé qu'il n'était pas nécessaire de parler de plusieurs sujets au même moment. Et on a dit, donc je l'ai répondu en nous disant que nous allons développer ce sujet lors de notre prochain direct. Donc c'est aujourd'hui que nous allons penser que nous allons déballer sur ce que venait de proposer notre frère Gervais Birangui. On répète, Gervais Birangui est aux États-Unis. Bon voilà. Chers amis, tous nous avons suivi la table ronde organisée par les assises à Brazzaville d'un côté. De l'autre côté, vous avez suivi le groupe de M. Ouabari aussi faire leur petite réunion à côté. Et en réalité, tout un chacun de nous avons tous suivi. C'est beaucoup plus que les Congolais viennent se plaindre. Hein, viennent se plaindre. C'est-à-dire, tout un chacun vient déballer ce qu'il pense pour le Congo. Et tout un chacun continue toujours à nous parler du tribalisme, à nous parler du régionalisme, à nous parler du Congo va mal. Oui, les constats, ça c'est certainement, les constats sont faits par tout un chacun de nous. Les constats sont faits aussi par cette communauté que vous appelez communauté internationale, que nous appelons simplement une communauté de merde, parce que cette communauté est là pour des intérêts égoïstes des nations. Oui, chers amis, le constat est fait. Et nous continuons dans ces constats, hein, se plaindre, alors que nous avons une solution claire en face de nous. Notre frère Birangui, en posant la question, il parle des solutions d'après Sassou Nguesso. Mais avant que nous amorcions le côté d'après Sassou, il faut d'abord que nous arrivons à enlever Sassou, à briser Sassou, à détruire Sassou. Il faut d'abord que la première solution parte de là. Vous voyez, en même temps que cette première solution, les Congolais sont en train de réfléchir sur cette première solution, l'après Sassou est déjà préparé. Pour ceux qui ne savent pas, mais en tout cas, nous avons déjà préparé l'après Sassou. L'après Sassou est déjà préparé
bien ficelé, bien structuré. C'est cela, chers amis, parce que vous ne pouvez pas aller sur un terrain d'attaque sans avoir 1000 chemins pour pouvoir remener le Congo vers le droit chemin. C'est cela. Ça ne serait pas comme certains sont en train de le penser qu'on peut arriver à l'hécatombe, c'est-à-dire que comme un peu la situation de la Libye aujourd'hui, parce que l'après-Kadhafi n'avait pas été planifié, chers amis. Mais en tout cas, nous avons déjà préparé l'après-Sassou. L'après-Sassou est ficelé militairement, économiquement. L'après-Sassou est fissuré et ficelé du point de vue éducatif, du point de vue système social, du point de vue santé. L'après-Sassou ne sera pas le déluge comme lui, il est en train de le dire, parce qu'il a déjà tout planifié pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, nous avons, dans ce document que nous avions intitulé « Les solutions du Congo-Brazzaville », dans ce document que nous avons présenté 1 million de fois ce document, dans la partie B de ce document, parce que là c'est la partie A qui avait été juste préparé comme un document de saisie pour envoyer aux autorités d'ici, les autorités américaines, vous voyez chers amis. Mais la partie B, dans le grand document que nous avons envoyé, il y a la partie de l'après-Sassou qui a été détaillée et très appréciée par les leaders de ce monde, éventuellement ceux de l'Amérique du Nord. Et j'en suis très convaincu que les leaders arrivent à partager les informations que nous leur apportions, vous voyez chers amis. Donc, mon frère Birangui, l'après-Sassou est déjà préparé. Ce que nous ferons après Sassou, nous ne pouvons pas les dévoiler en détail, en réalité, de l'après-Sassou. Mais nous allons vous donner quelques grandes lignes que nous avons planifiées de l'après-Sassou. Mais, chers amis, avant que nous rentrions dans comment déboulonner Sassou et comment structurer l'après-Sassou, nous allons vous faire suivre une petite vidéo, chers amis, que nous avons pensé très utile pour ce combat, vous voyez chers amis. Donc, c'est cela chers amis. Donc, voilà pourquoi, en réalité, c'est, tous nous avons certainement, de nombreux parmi vous ont eu la chance d'aller regarder cette vidéo sur Brazza News. Nous l'avons téléchargée hier, nous l'avons écoutée plusieurs fois et nous avons donc choisi une section spécifique que nous avons pensé qu'il était très important de pouvoir faire écouter à tous ceux qui nous suivent. Cette vidéo, c'est la vidéo de l'avocat, un cadre congolais. Vous allez déjà l'écouter par sa vision, sa façon de penser, de M. Brice Nzamba, qui était un avocat en France. Donc nous allons écouter ce qu'il a dit, lors de cette table ronde organisée par les assises. Nous allons écouter quelques sections de ce qu'il a dit et nous allons rentrer donc à déballer ce que nous pensons de l'avant Sassou et l'après Sassou. Voilà, donc chers amis, donnez-moi juste un instant. Et nous allons... Dans l'éducation, il n'y a pas qu'une instruction, il y a instruction plus discipline. Alors, le problème que nous on a, c'est qu'on confond souvent éducation qu'avec instruction. Ça fait qu'on a beaucoup de gens diplômés, mais au niveau de la discipline, c'est très difficile. Parce que la discipline, ça exige que quand on te donne un poste, tu dois t'en tenir qu'à ce que la loi te reconnaît à faire et n'est pas aller au-delà. Et même si on est tenté, parce que tous les hommes sont tentés, il faut faire preuve de suffisamment de retenue, on en revient encore, pour pouvoir utiliser cette discipline-là intérieure qui nous force à nous conformer à ce qui doit être fait, donc le devoir. Et ça, c'est important d'avoir un groupe de gens organisés qui sont suffisamment structurés, je vais dire éduqués, pour pouvoir espérer porter un projet qui va tirer les autres vers le haut. Donc ça, pour moi, c'est la base, c'est d'abord ça. Et pour avoir une justice, et ensuite ces gens-là, organisés, pourraient par la suite mener un combat, donc dans le cadre d'une organisation, et une fois que ce combat va être, je l'espère, avoir gain de cause, et là, poser les bases d'un vrai État. Parce que l'État, pour qu'il y ait un État, j'en reviens encore, il faut qu'il y ait un contrat social. Il faut que tout le monde soit d'accord sur les principes et les règles. Pour qu'il y ait une justice impartiale, il faut qu'il y ait des magistrats. Parce que ce qui fait la force d'une société, c'est d'abord les hommes. Ce sont les hommes de valeur, ce sont les hommes qui sont suffisamment disciplinés et capables de se faire violence, comme on a connu à l'époque. Le doyen Abigné a parlé du président Massamba Deba et des autres. C'était des gens qui étaient capables de dire je sais certainement que j'ai raison, mais vu que la plupart des gens pensent que j'ai tort, pour éviter qu'il y ait un bon son, je me retire et je vous laisse l'appareil d'État. Voilà, c'était certainement une erreur, mais c'était un acte de grandeur. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus courant. Donc c'est cette catégorie de personnes qu'il nous faut d'abord. Et à partir de ce moment-là, les magistrats,
qui sont formés d'abord à des valeurs, parce que les magistrats, ils appliquent la loi. Et la loi, c'est l'émanation de la conscience, parce que la loi, c'est le lieu de la synthèse de ce qui constitue l'intérêt général. Parce que quand l'homme est abandonné à lui-même, il a tendance à aller aux instincts. Voilà, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi c'est toujours un tel qui est assassiné par moi, donc il y a des intrigues, et puis bon, le soir on vient, on fait une effraction, on entre chez lui, on lui vole ses choses, parce que c'est instinctif. Donc l'homme abandonné à lui-même, il revient, il n'est même plus un animal, il devient une bête, parce que l'animal au moins est gouverné par la loi de ses instincts. Donc il a des choses qu'il ne peut pas faire, il est resté circonscrit dans ses instincts. Mais un homme qui n'est pas gouverné par la loi, il n'est pas un animal, il est une bête. Une bête, c'est pire qu'un dieu, pour ceux qui sont un peu, je ne sais pas, qui vont à l'église, etc. Donc ce que je veux dire en disant ça, c'est qu'il faut penser d'abord à l'éducation, c'est la base. C'est-à-dire que si on n'a pas des gens qui sont capables d'avoir un projet éducatif, pour des générations qui viennent, moi personnellement je ne mise plus beaucoup sur les générations passées parce que je dirais que la culture en vogue actuelle a tellement traversé toutes les générations actuelles que même ceux qui se disent jeunes, parce que la jeunesse, ce n'est pas une question biologique, hein, c'est aussi un état d'esprit, des valeurs auxquelles on croit, et qu'il faut plutôt miser sur les générations qui viennent avec un projet éducatif, et de ces projets éducatifs-là, travailler les gens pour avoir déjà le sentiment de ce qu'est la loi et des droits, parce que à quoi ça sert de se battre pour les droits des gens qui n'ont rien à faire ou qui n'ont aucune idée de ce qu'est un droit. Voilà. Il faut déjà que les gens comprennent c'est quoi le droit. Par exemple, pourquoi je suis censé payer des taxes pour la mairie et puis chez moi il y a de la poubelle d'accepter partout. Comment c'est possible? Pourquoi dois-je accepter ça? Voilà. Donc il y a tout un travail d'éducation à faire, un travail d'instruction à faire, des disciplines à faire. Une fois que vous avez un peuple qui est suffisamment instruit, suffisamment éduqué, mais par un effet d'entraînement, je ne dis pas qu'il faut attendre que ça se fasse du jour au lendemain, il faut une minorité de gens organisés, disciplinés, qui peuvent entraîner les autres. À partir de ces moments-là, ceux qui se prennent pour des tyrans peuvent commencer à avoir peur. Voilà. Sinon, on aura beau faire des conférences, des discours, etc., ça ne va pas aboutir. Donc l'impartialité de la justice, ça exige des hommes qui sont des hommes qui participent à des principes et à des valeurs. Des gens qu'on ne peut pas acheter, qui ont le sens de la dignité, qui préfèrent vivre pauvre mais digne, que des gens qui pensent que le respect s'achète. Voilà, donc c'est une question de principe, et je pense que d'ailleurs le déroulement s'est bien fait avec les anciens qui ont précédé. Et l'état de droit est fondé sur une justice impartiale. Voilà. Et une justice impartiale, c'est des magistrats qui sont formés d'abord pour faire respecter la loi au-dessus de tout, et puis avec un mode de désignation qui leur permet d'être suffisamment autonomes. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent amener une justice impartiale dans un pays. Donc je pense que, en tout cas pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire, et je m'arrête. Bon voilà, chers amis démocrates frères du monde entier, et ça c'était la parole de M. Brice Nzamba, avocat congolais, d'origine congolaise. Il est à Paris, il est en France, excusez-moi. Et il a été l'invité, si vous voyez, des assises, de la table ronde organisée par les assises. C'est une réunion que nous avons autrefois mentionnée hier, que nous avons dit pourquoi les Congolais ne peuvent pas se rassembler ensemble pour discuter tous des problèmes qui impliquent le Congo-Brazzaville. Vous avez tous suivi ce que l'avocat venait de dire. Mais il a déjà prononcé une grande partie des solutions de la Pressassou. Vous voyez, chers amis, une très grande partie des solutions que M. Brice Nzamba a prononcé fait partie des solutions qui fait partie de notre cahier de charge de la Pressassou. Mais comme vous avez su longtemps, comme il a su le dire, quand l'homme est abandonné, l'homme passe à l'étape animale, à l'étape de bête féroce. Vous voyez, chers amis. En réalité, le Congo-Brazzaville a été abandonné par la communauté internationale. Le Congo-Brazzaville a été abandonné par les Nations Unies. Et le Congo-Brazzaville s'est transformé en une véritable bête féroce. Éventuellement, ceux-là qui sont aux commandes au Congo sont devenus des véritables animaux, des bêtes féroces qui, puisque on ne voit plus les modalités de la loi, on voit maintenant plus que le niveau de l'instinct, comme l'a dit notre frère Brice Nzamba. L'homme est abandonné, l'homme se met directement à faire sa propre justice, à penser que, c'est moi qui dois être la loi,
on ne lit aucun code pénal, on se met à commettre les actes qu'on peut faire, à faire sa propre justice. C'est ce qui est en train de se passer au Congo. Puisque la communauté internationale s'est démissionnée de sa mission au Congo-Brazzaville, les Nations Unies, qui a été construite pour apporter la paix à travers le monde entier, s'est simplement démissionné de sa mission au niveau du Congo-Brazzaville avec tous les génocides et tous les crimes qui sont en train de se faire commettre. En dehors des crimes, il y a des crimes de sang, il y a des crimes économiques. Vous voyez, chers amis. Donc, le Congo qui représente ce temple qui est abandonné se transforme en bête féroce où il n'y a que l'instinct qui doit dominer. Vous voyez, chers amis. Et nous sommes passés à l'étape plus féroce, c'est-à-dire la loi est mise à côté, les hommes se mettent de faire la loi comme ils veulent. Et ces hommes, c'est qui? Éventuellement, c'est ce clan de Nguesso, le clan de Sassou Denis, le clan de tous ces dignitaires de ce régime. Donc, ils ont simplement mis la loi à côté parce qu'ils sont conscients que le monde ne regarde plus le Congo. Ils sont conscients qu'ils ont tous les supports nécessaires. Éventuellement, la France soutient ce régime. Voilà pourquoi la France devient comme un mur opaque qui est placé entre le Congo-Brazzaville et toutes les autres nations du monde, où on ne peut plus voir ce qui est en train de se passer de l'autre côté du mur. Vous voyez, donc, de l'autre côté du mur est devenu à l'étape féroce, où les hommes utilisent plus que même leur instinct, parce qu'il faut forcément briser, détruire tout cela qui veulent respecter la loi. Et c'est ce que nous sommes en train de voir au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces formes de torture. En même moment, nous pensons aux tortures infligées aux jeunes à Panga, aux tortures infligées à Augustin Kalakala et à tous ceux que nous avons connus qui ont été torturés et qui sont devenus aujourd'hui paralysés, aux gens Gwabi et tout ce monde. Vous voyez, chers amis, c'est cela. Les hommes sont passés à l'étape féroce. On a enlevé la loi, ils ont été abandonnés parce qu'il faut le dire que le contrat social n'est plus là, il n'y a aucun contrat social, et qui est là au Congo-Brazzaville? Parce que vous avez simplement des hommes qui ont pris la caricature d'animal pour pouvoir faire tout ce qu'ils peuvent faire. Vous voyez, chers amis. Et donc, une partie des solutions que notre frère venait d'évoquer, c'est éventuellement refaire le système éducatif, parce que nous le savons que le système au Congo a brisé tout le système éducatif, parce qu'ils savent que si vous faites face aux hommes ou aux femmes qui sont éduqués, des hommes ou des femmes qui sont instruits, des hommes ou des femmes qui sont imprégnés dans la discipline, aujourd'hui le Congo va tourner vers une autre direction. Donc les hommes se sont simplement décidés de briser simplement le système éducatif, éventuellement d'enlever les valeurs de discipline qui existaient, qui étaient autrefois enseignées. Éventuellement, l'instruction n'est plus là. Oui, chers amis. Donc, comme l'a su le dire notre frère, il faut bien qu'il y ait une catégorie des hommes intègres et dignes du Congo et qui ont les capacités de discipline, éventuellement éduqués, et aussi ces hommes qui ont l'instruction, parce qu'on a toujours dit, et vous voyez, notre frère vient de le confirmer, on vous a toujours dit, c'est pas le fait que vous avez des gros diplômes que vous êtes instruits. Et chers amis, parce que quand nous essayons de regarder dans le système PCT, Parti colonial du travail, il y a beaucoup des hommes qui ont des grands diplômes, étudiés dans les grandes universités. Mais quand ils rentrent dans cette bulle, l'idiotie devient l'élément qui prédomine dans leur cerveau. L'indiscipline devient l'élément qui prédomine dans leur cerveau. Éventuellement, ils n'ont plus cette instruction. Ils ont autrefois, leur instruction a été autrefois remplacée par une instruction maligne de destruction, une instruction de haine, une instruction de la séparation et de la division. C'est ce que nous sommes en train de regarder. Et donc, pour ramener ces valeurs dans le Congo-Brazzaville, il faut forcément que nous mettions d'abord, nous arrivons d'abord à couper le pont. C'est-à-dire, avant que nous rentrons dans la période de solution, il faut que nous travaillions de l'avant Sassou. Comment faire pour briser le pont? C'est-à-dire briser Sassou, briser le Parti colonial du travail, briser le PCT. Voilà. Chers amis, sans plus tarder, parce que ici nous aimons simplement toujours parler avec beaucoup plus de preuves et éventuellement nous essayons de développer par rapport à ces preuves pour vous dire pourquoi nous devons le faire. Il faut que simplement nous arrivons simplement d'abord à briser Sassou
complètement briser cet individu, briser le Parti congolais du travail, la dissolution du Parti congolais du travail, les membres qui ont participé à cette criminalité de grande échelle, qui ont donc créé que le Congo devient à l'étape animale, à l'étape primitive, convenablement de les juger. Pourquoi, chers amis? Mais déjà, pendant que nous sommes rentrés dans, ces hommes ont fait rentrer le pays dans l'hécatombe économique, dans l'apocalypse économique, dans l'armageddon économique, ces hommes continuent à briser le Congo, où le Congo est devenu un pays où il manque de valeur. Mais l'homme, au lieu qu'il pense à laisser le pouvoir, simplement, il prépare déjà la prochaine élection de 2023. C'est là où nous sommes en train de dire à vous, les compatriotes, qui passez votre temps dans des réunions inutiles, à discuter des petits débats, des petits problèmes, mais vous oubliez réellement le véritable problème qui est Sassou Denis et qui est le véritable problème que nous avons. Donc, avant que nous arrivions à proposer les solutions de l'après, il faut que nous réglions d'abord le problème que nous avons. Il faut que nous trouvions la solution à ce problème qui est Sassou, l'individu Sassou. Je le dis bien, l'individu Sassou, et puis le système Sassou, le Parti congolais du travail, et puis ce petit caucus qu'on a formé autour de cela, chers amis. Alors, nous allons vous tourner rapidement ici, comme ça vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Ça, c'est un tweet qui vient de Ellie Smith. Vous voyez? Donc, vous voyez que dans cette tweet, moi je vais le lire dans les deux langues, Sassou Nguesso already preparing 2023. After removing term limit from the constitution, Sassou Nguesso is planning to run for presidential election in 2023. He cited Abdulaziz Bouteflika of Algeria and Paul Biya as his role model. Bon, on va encore le lire en français. En réalité, Sassou Nguesso prépare déjà 2023. Après avoir supprimé les limites de la Constitution, Sassou Nguesso prévoit de se présenter à l'élection présidentielle en 2023. Il cite Abdulaziz Bouteflika de l'Algérie et Paul Biya comme ses modèles de rôle. Voilà, ça c'est un tweet qui vient de Ellie Smith, un tweet qu'il a envoyé, je crois, à Smith, Jeffrey T, Barrett L. Carter, et puis à Thierry Mongala. Donc vous voyez, chers amis, l'homme, il planifie. L'homme, il planifie le futur. L'homme, il planifie le cantonnement au pouvoir. S'enraciner au pouvoir, mourir au pouvoir. C'est-à-dire que l'homme, il veut mourir là au pouvoir, avec les honneurs. Pendant que vous êtes dans des petits groupes en train de penser de l'après Sassou, mais sans pourtant penser du véritable problème. De l'après Sassou que vous pensez, ça serait quoi? Si vous n'arrivez pas à briser ce caucus maintenant, l'après Sassou sera l'échec. Parce que, on vous le dit, l'homme prépare pour la conservation du pouvoir dans le clan. C'est cela, chers amis. Donc, avant que nous évoquions les problèmes de solution de l'après Sassou, nous allons vous dire la solution, ce que nous allons faire maintenant, tout d'abord. Deux options sont programmées. Premièrement, on bute cet homme, clairement on va le buter, on bute tous ceux-là qui résistent autour de lui, on brise le Parti congolais du travail, on entraîne tous ces membres du Parti congolais du travail à la justice, et nous pouvons en ce moment-là commencer à parler d'après Sassou. Ça, c'est la première option. La deuxième option, on emmène une option militaire, une véritable force militaire qui va s'attaquer à Oyo, à Edou, à Tikapika, à Olombo, une véritable force militaire qui va ratisser dans toutes les zones du pays, Brazzaville, Pointe-Noire, éventuellement pour essayer d'enlever tous ces points de résistance de ce système. Vous voyez, chers amis? Ça, c'est la première solution. Donc, nous, en tant que cette diaspora, il faut que nous pensions déjà à ça. Comme l'objectif numéro 1 de tout Congolais de la résistance. C'est de penser à ça. Comment buter cet homme?
Comment traquer tous les membres de la famille? Comment déstabiliser Sassou du point de vue famille? S'attaquer peut-être à sa famille, à ses proches parents, pour l'affaiblir. Vous voyez, chers amis, c'est comme ça qu'on arrive à toucher des grands dictateurs. Vous l'attaquez au sein de sa famille, vous l'attaquez au sein de son entourage. Vous les attaquez sans pourtant hésiter. Ça, c'est la première des solutions, chers amis. Si vous n'arrivez pas à briser ce pont, alors vous voyez que l'homme il est déjà en train de proclamer 2023. Donc, tous les discours que vous êtes en train de faire dans la diaspora, dans les assises, ça serait nul et non avenu, parce que ça n'apportera rien au Congo. Vous voyez? Donc, ces deux solutions, c'est ça. Ou il y a encore des dignes fils militaires au Congo, des militaires vaillants congolais, organisés, qui se disent ils doivent respecter leur engagement devant le drapeau congolais, ils doivent respecter leur engagement pour protéger la nation. Parce qu'il faut le dire que le Congo est occupé. Notre frère Patrick Nyoka venait de faire une publication. Il dit qu'il est allé faire des recherches. Bon, nous ne confirmons pas, c'est à lui de confirmer ça. Il a dit, en tout cas, il s'est rendu compte dans les archives de la colonisation, c'est confirmé que la femme de Sassou Denis, Antoinette Ibota, est née à Kinshasa. Et confirmé que Bernard Kolela est né dans le département de la Lekumu. Et en réalité, ils n'ont trouvé aucune trace de la naissance de Sassou Nguesso à Edou. Donc vous comprenez, chers compatriotes, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques de Kolela né dans la Lekumu ou pas. Il se pourrait que ses parents à cette époque travaillaient dans la Lekumu. Cela ne signifie pas que Kolela n'est pas un fils du pôle. Parce que j'ai vu déjà qu'il y a beaucoup plus de contradictions. Parce que tout un chacun de nous, nombreux parmi nous, sont nés quelque part au Congo. Mais cela ne signifie pas que vous êtes originaire de là-bas. Mon père a travaillé pendant plusieurs années dans la Lekumu à Sibiti. Cela ne signifie pas que moi je suis né à Sibiti ou je suis originaire de Sibiti. Vous voyez, chers amis. Donc déjà, on fait déjà taire ces petites polémiques où vous voyez des gens venir monter pour pouvoir démontrer que Kolela n'est pas un fils du pôle. Donc ça, c'est déjà un faux problème, chers amis. Donc, nous voulons simplement démontrer, en prenant cet exemple, que ça nous démontre déjà que si les archives de la colonisation n'arrivent pas à démontrer que Sassou Nguesso est né à Edou, donc ça veut seulement dire que nous sommes envahis par les étrangers. Le Congo est sous la dominance des étrangers. C'est cela la réalité. Voilà pourquoi cet homme se comporte comme il se comporte, parce qu'il n'a jamais aimé le Congo. La preuve en est, il massacre les Congolais de A à Z. Que vous soyez, nous nous souvenons, ces massacres d'Ikonongo, hein, quand il était à la recherche de Pierre Anga. Et ça s'est pas passé au sud du Congo, ça s'est passé au nord du Congo. Vous savez, tous ces massacres qu'il a effectués au Rwanda. Donc, tout ça, ça prend en considération. Donc, que Sassou massacre les fils du nord ou massacre les fils du sud du Congo, cela signifie quoi? Il n'a jamais aimé les Congolais. Cela démontre bien qu'il est bien étranger. Donc, les informations apportées par notre frère Patrick Nyoka peuvent bien être justes et vraies. Et donc nous demandons d'ailleurs à plusieurs Congolais d'aller reconfirmer cette information, d'aller regarder dans les archives, vous qui êtes en France, d'aller regarder les archives de la colonisation pour nous prouver et démontrer bien qu'il n'y a aucune trace qui prouve que cet homme est né à Edou. Donc on vous le dit simplement que le Congo est pris en otage par des étrangers. Voilà pourquoi ces antivaleurs sont là pour briser le Congo, pour détruire le Congo. L'unique chance pour nous d'arriver à cette solution, avant que nous parlons de la presse Sassou, c'est de s'attaquer à ce pont, ce mauvais pont qui brise les Congolais, qui met les Congolais en contradiction entre eux, qui divise les Congolais, qui met la haine, le tribalisme, le régionalisme, ceux-là qui ont pillé les économies de ce pays. C'est cela, il faut que nous arrivions à briser. Pour moi, personnellement, on le dit, il y a deux solutions, deux options. Dans cette solution, il y a deux options. Il y a l'option de s'attaquer personnellement à Sassou. Vous l'attaquez, il faut le descendre, il n'y a rien à faire. Les antivaleurs, l'Occident l'a toujours dit, ceux-là qui commettent des crimes, le terrorisme, n'ont plus leur place ici. Voilà pourquoi vous voyez l'Occident mettre en jeu tous les moyens nécessaires pour s'attaquer à ceux-là qui commettent les actes du terrorisme. Au Congo, c'est le terrorisme qui est en train de se faire. Mais on se cache derrière l'État, derrière la nation, derrière l'armée. En réalité, au Congo, il n'y a pas une armée. Il y a
ce que nous appelons la Gestapo, une milice privée au service d'un homme qui est en train de commettre tous ces hommes de crime, les actes de torture. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous dire, comme l'a dit maître Brice Nzamba, quand l'homme est abandonné, l'homme se met à l'étape de l'instinct, à l'étape animale, mais à l'étape féroce. La communauté internationale a abandonné le Congo. La France est venue mettre un mur opaque entre le Congo et les autres nations pour qu'on ne voie pas ce qui se cache derrière le mur, ce qui se passe derrière le mur. Voilà pourquoi au niveau du Congo, nous sommes arrivés à l'étape animale où des hommes se décident de faire la loi sans pourtant respecter la loi. Donc on utilise l'instinct animal, même l'animal, à des moments où l'animal réfléchit, l'animal se dit, il y a des choses que l'animal ne peut pas faire. L'animal généralement réagit, même un lion réagit, quand vous le poussez au coin du mur, il se sent en phase de se défendre. Vous voyez, chers amis, mais ce qui se passe au Congo, ce n'est pas le cas. Les hommes sont poussés, les hommes sont attaqués, les hommes sont simplement neutralisés, fusillés, des hommes qui disparaissent. Vous vous souvenez de ce petit audio où Ndenge François faisait des menaces aux jeunes étudiants Mambeke. Ce message audio a fait le tour du monde entier. Vous voyez, chers amis, c'est cela la réalité, les menaces qui se passent. Mais ils n'arrêtent pas seulement au niveau des menaces, ils arrivent à faire des actes, à commettre des crimes à grande échelle. Et personne ne dit rien. Même la communauté internationale, parce que la France a mis ce mur opaque. Et donc le Congo est abandonné, le Congo est passé à l'étape animale. Pour que nous parlions de solutions, il faut s'attaquer au problème. D'abord Sassou, le clan de Sassou, la famille de Sassou, tous les dignitaires de ce régime, parti contre du travail, tous ceux-là, les traites qui travaillent avec lui, dont les partis d'opposition, même dans la diaspora. Il faut s'attaquer à toutes ces formes de ceux-là qui amènent le poison, la rupture au Congo. Tant que nous n'attaquerons pas à ça, mais en ce moment-là, ne parlons pas des solutions d'après Sassou. Parce que comme vous le voyez dans ces tweets, envoyés par notre frère Elie Smith, on va encore le tourner. Vous voyez, on vous le dit clairement, l'homme est en train de préparer les élections présidentielles de 2023. Et donc, il prend le modèle de Abdelaziz Bouteflika et de Paul Biya comme ses idoles. Donc, il doit se cantonner, éventuellement respecter, éventuellement mourir au pouvoir. Même s'il n'a plus de cerveau, des facultés de raisonnement, il veut mourir là au pouvoir. Éventuellement, ce qu'on vous voyez, tout ce qui se passe au Congo, c'est la politique de conservation du pouvoir. Et tant que nous n'agirons pas fermement, c'est-à-dire en posant des actes, nous n'arriverons pas à changer. Notre frère Nzamba venait de dire deux choses. Vous pouvez être éduqués, mais il faut que vous passiez à l'étape de l'instruction et aussi la discipline, chers amis. Il faut que nous mettions la discipline dans ce combat que nous sommes en train de mener pour atteindre Sassou. On le dit. Tant que nous ne toucherons pas l'intégrité physique de Sassou, le Congo ira à l'hécatombe. Nous l'avons déjà prédit, il y a déjà plus de 2 ans, 3 ans. Nous avions fait une vidéo là-dessus. Si nous n'attaquerons pas l'intégrité physique de Sassou, le Congo ira à l'hécatombe. Chers amis, il faut que nous nous organisons pour arriver à cela. Bon, maintenant, pour ceux-là qui veulent des solutions de l'après Sassou, on le dit. On fusille Sassou, on brise le parti congolais du travail, on met de l'ordre dans ce système. La première des choses qu'on doit faire, la première solution, c'est dans l'armée. Mon frère Birangui, écoute bien ce que je dis. Nous allons apporter 40 000 troupes à l'extérieur. Ces 40 000 troupes-là, avec l'assistance des Nations Unies, on vous le dit. Et nous souhaiterons que le Canada puisse prendre le leadership dans cette mission. Les 40 000 troupes, qu'est-ce que le rôle de ces 40 000 troupes? Assurer la sécurité au Congo-Brazzaville. Pendant ce temps, nous sommes en train de réorganiser l'armée et la police nationale. La gendarmerie ne va plus exister parce que ça fait des coûts supplémentaires pour rien. On va dissoudre la Gestapo, donc ce que vous appelez la police ou l'armée du Congo-Brazzaville. Ça ne va plus exister. Tous ceux-là qui ont servi dans le système, tous ceux-là qui seront reconnus coupables de pouvoir aider Sassou à briser le Congo, ne pourront plus jamais exercer le métier de militaire, même le métier de vigile ou même de l'agent de sécurité. Ils ne pourront plus le faire. Nous mettons un moratoire de 45 ans ou 50 ans sur ces individus-là. Ils ne peuvent plus jamais exercer le métier lié à toute surveillance
Donc, y compris l'armée, y compris la police, y compris même être ce que vous appelez au Congo, sentinelle. Ils ne pourront plus le faire. Ça, c'est le moratoire. Donc, les 40 000 troupes qui viendront vont assurer la sécurité et la formation. La facture, c'est le Congo qui paiera. Le Congo-Brazzaville paiera pour la sécurité, paiera pour les assurances, paiera pour la nutrition, pour la survie de tous les 40 000 troupes qui viendront pour aider le Congo à transiter pour ramener une véritable armée nationale, une véritable police nationale. Ça, c'est la première des solutions. Mon frère Birangui, écoute bien ça. Le point ça c'est du point de vue sécuritaire. Et toujours dans ce même projet du point de vue sécuritaire, nous allons ramener la gestion des frontières du Congo au niveau du gouvernement du Congo. Donc, éventuellement des services des douanes compétents, chers amis, et éventuellement les nouveaux services de sécurité du Congo qui feront ce travail. Donc, au lieu que nous allons nous retrouver dans les affaires comme Aéroco, des compagnies privées des étrangers qui vont gérer, ça va être géré par les nouveaux services de sécurité du Congo qui feront ce genre de travail-là. Dans ces services de sécurité du Congo, il y aura ce que nous appelons la police économique. Écoutez bien ça, chers amis. La police économique. Ceux-là qui feront leur travail sera spécialement pour traquer ceux-là qui commettent des fraudes, pour identifier des fraudes au niveau du Congo dans tous les services, que ce soit les services de douane, dans tous les services où l'argent rentre, que ce soit au trésor, que ce soit les ministres, que ce soit les députés, que ce soit même les magistrats. Donc ça sera ce que nous appelons la police économique au niveau du Congo. Vous pouviez lui donner n'importe quel nom, il faut que cela arrive au Congo. Et éventuellement, les zones de frontières assurées par le nouveau service de sécurité, les aéroports, la gestion des aéroports doivent revenir, la gestion du port de Pointe-Noire, Bolloré doit fermer ses bagages et repartir parce que nous ne voyons pas le rôle de Bolloré au niveau du port de Pointe-Noire. Parce que ça fait partie de la sécurité nationale. Chers amis, écoutez ça. Voilà. Maintenant, nous allons regarder le côté économique. Et chers amis, ça va se faire à une vitesse grand V. On va le dire. Ça se tombe aujourd'hui dans les 3 mois. Nous aurons l'Internet à haut débit, grande vitesse au niveau du Congo-Brazzaville, dans tous les départements du Congo-Brazzaville. Ça va se faire à la vitesse grand V. Dans les 6 mois qui vont suivre, ce travail doit se faire. Ça doit se faire. Pourquoi l'Internet à grande vitesse? Pourquoi l'électrification à grande vitesse? C'est pour permettre à tous les fonctionnaires congolais de suivre toutes les transactions qui se font d'un point A à un point B. Écoutez ça, chers amis. D'un point A à un point B. C'est-à-dire, prenons par exemple la gestion du port de Pointe-Noire ou les aéroports ou les problèmes de douane. Si vous aviez des taxes douanières à payer, vous ne payerez pas ça au guichet de l'aéroport ou au guichet du port. Ça va se payer au trésor. Vous voyez, chers amis, vous payez au trésor du point de vue électronique. Vous n'avez que ce petit récépissé et qui vous permettra donc de l'emmener ce reçu au niveau du port ou de l'aéroport. Et en ce moment-là, du point de vue informatique, les agents rentreront dans le système pour se rassurer que la transaction a été faite. Une fois la transaction faite et reçue, c'est en ce moment que vos marchandises ou ce que vous avez à dédouaner vont sortir du port. Et ça, c'est du point de vue sortie, mais au point de sortie, il y aura encore d'autres contrôles pour scanner, puisqu'il faut donner les codes à barre à chaque marchandise. Et en ce moment-là, à la sortie, il y aura encore un deuxième contrôle fait par les services de sécurité, les nouveaux services de sécurité du Congo, et éventuellement ce que nous appelons la police économique. Et dans cette police économique, quand on parle de la police économique, il n'y aura pas que des policiers. Il y aura des avocats, il y aura des magistrats à l'intérieur dans cette équipe de travail. C'est cela le nouveau Congo, la nouvelle vision. Parce que, chers amis, ce que nous sommes en train de dire, si l'Occident est arrivé à avancer, parce que l'Occident est arrivé à prendre des décisions et à le faire. Vous voyez, chers amis, il faut donc mettre en place des stratégies économiques pour stimuler l'économie du Congo. C'est-à-dire, il faut que le Congo produise. Il faut que le Congo produise pour booster la croissance du Congo. Comment allons-nous produire? Il faut encourager les entrepreneurs congolais. Il faut encourager les jeunes étudiants congolais. Il faut que l'État puisse passer à des subventions
si le Congo de Massamba Deba, le Congo de Marengwabi fonctionnait déjà un peu bien, parce qu'il y a eu plusieurs industries, parce que le Congo était capable de produire et de vendre à l'extérieur. C'est ça qui fait rentrer de l'argent au Congo. Vous voyez, chers amis. Et si vous ne dépendez que du pétrole, que d'ailleurs que Sassou a misé sur un baril à 60 $, et si jamais ce baril-là ne monte jamais à 60 $ pendant une année, il est dans la merde. Vous voyez, chers amis, nous ne pouvons plus compter sur le pétrole. Il faut que nous arrivions à exploiter, à transformer l'huile de palme que nous avons à la Sanga, pas seulement que ça s'arrête à la Sanga, mais à l'extendre dans les Lalekumu, puisque là-bas, Lalekumu a aussi des potentialités de pouvoir avoir des grandes cultures des palmiers. Vous voyez, chers amis, il faut étendre la vision économique, la vision de pouvoir exploiter les produits du Congo, la transformation des produits du Congo. Vous produisez de l'huile de palme, mais vous n'arrêtez pas à l'huile de palme, il faut s'ajouter la production des savons, la production des autres produits de massage. Et c'est comme ça, chers amis, que nous allons arriver à multiplier le nombre de produits que nous sommes capables de vendre à l'extérieur et éventuellement attirer de la clientèle. Et nous pouvons le faire pour l'arachide. Il faut que la production de l'arachide nous amène à la transformation de l'arachide au produit fini, aux pâtes d'arachide que nous consommons en Occident dans des petits pots. Nous en serons capables de le faire au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis, la transformation de l'arachide en huile végétale, nous serons capables de le faire à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, parce que nous avons déjà fait à l'époque de Huilka. Et éventuellement à tous ces produits finis qui vont s'en suivre, chers amis. Il faut que nous élevons l'industrie manufacturière au Congo, qui est capable de transformer le produit agricole en plusieurs produits finis. C'est comme ça que nous allons stimuler l'économie. Nous allons prendre par exemple le cas du tubercule de manioc, que déjà nous avons eu les entreprises comme Matsuba qui existait à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la culture du manioc dans la rue du Nord vers les Odiba. Nous sommes capables de pouvoir transformer aujourd'hui les produits du manioc en produits finis comme le foufou, par exemple, chers amis, et qui est vendu à l'extérieur. Aujourd'hui, nous qui vivons au Canada, nous avons la possibilité de recevoir du foufou qui vient du Cameroun, qui vient du Bénin, mais jamais du foufou qui vient de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'il nous manque de vision. Est-ce que nous en sommes incapables? Non, c'est un problème de volonté, un problème des hommes éduqués, instruits, qui sont capables de tirer une classe de la population vers le bas, vers le haut. C'est cela la vision économique, chers amis. Mon frère Birangui écoute bien les propositions que nous sommes en train de faire du point de vue de l'après-Sassou. Vous voyez, chers amis, c'est cela la réalité. Prenons le cas aujourd'hui. On a parlé du foufou, on peut aussi parler de la patate. Nous savons que les plateaux, c'est des zones qui ont des potentialités de produire des patates à grande échelle. Il faut que nous arrivions à produire à une production industrielle pendant tous les mois de l'année, chers amis, parce qu'on a les capacités de le faire. Et aussi, nous allons injecter les techniques de conservation de produits pour que le produit puisse être consommable et que le Congo continue de vendre pendant toute l'année et non seulement pendant des petites périodes. Vous voyez, chers amis, c'est comme ça que nous allons rehausser le niveau économique. Si aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest est dans une quelconque stabilité économique, parce qu'ils produisent pour le marché local et pour le marché international. Nous sommes dans la merde parce que nous ne produisons pas. Nous nous limitons au pétrole, que d'ailleurs qui est volé par l'Enguesso, au pétrole qui est volé par tous ces dignitaires du pouvoir parce qu'ils se sont fait du pétrole, du produit de la famille. Oui, chers amis. Donc, pensons à la culture. Rien n'est impossible parce qu'avec le budget que le Congo a eu dans les années précédentes, nous étions capables de pouvoir ramener le Congo au niveau de Dubaï. Regardez Dubaï dans les années 90 et Dubaï aujourd'hui, dans les années 90, Dubaï était comme quasiment un désert dans du sable. Mais essayez de regarder aujourd'hui, vous verrez que c'est le jour et la nuit. Oui, chers amis. Donc, la vision économique peut être cela. Les productions des fruits. Nous savons, le département, la région du Pôle, la région de la Lalekumu, ça sont des régions qui ont des potentialités pour produire les fruits à grande échelle.
Maintenant, nous allons stimuler encore ces régions-là en leur donnant des moyens pour produire à grande échelle, à la production industrielle qui est vouée à l'exportation. C'est cela, chers amis, parce que vous devez produire pour le côté national et le côté international. La production de l'haricot dans tout ce département de la Bouenza, qui a des potentialités, des zones comme le Madingo, comme les Mfouati, chers amis, c'est des terres arables qui ont des potentialités de vous produire des grandes quantités d'haricots et qui est vouée à l'exportation, chers amis. Parce qu'aujourd'hui, tous nous consommons des produits qui viennent de l'Amérique du Sud. Mais pourquoi pas consommer nos propres produits et vendre nos propres produits à l'extérieur? Donc, la production, la Pressassou va être vouée à stimuler l'industrie manufacturière. Le Congo, autrefois, produisait assez du coton. Mais aujourd'hui, plus rien ne se fait. Il faut stimuler. Aujourd'hui, le Congolais doit porter les tissus fabriqués par les Congolais. Aujourd'hui, le tissu africain est vendu très cher au niveau de l'Occident. Et même recherché. Et nous pouvons aussi regarder dans ce côté. Pour que ça puisse nous donner les possibilités de produire, pas seulement de compter sur le pétrole. Parce que le pétrole est flottant. Le pétrole la courbe du pétrole est trop compliquée à suivre. Et aussi, le pétrole va tarir un jour. Donc, il faut que nous regardions comment nous allons booster l'économie. Les légumes, nous savons que la zone de Mombelo, la zone de l'Oudima, toutes ces zones ont des potentialités de pouvoir produire de la tomate, de pouvoir produire des légumes. Nous nous souvenons quand on prenait les trains, en passant par Ditadi, ou encore par l'Oudima, ou encore à Mombelo, la gare de Mombelo. Nous nous souvenons que nous avons eu à acheter plusieurs de ces produits. Regardons le Kouilou, ainsi de suite. Chers amis, le Congo a des potentialités. Il faut des hommes instruits, des hommes de vision qui vont ramener le pays vers le haut. La gestion des ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles ne se fera plus au ministère des Mines. Ça ne se fera plus là-bas. Le contrôle des ressources naturelles se fera au niveau du nouveau Parlement congolais. Chers amis, écoutez bien ça. Au niveau du nouveau Parlement congolais. Au niveau du nouveau Parlement congolais. C'est le Parlement congolais qui aura donc la possibilité, ce droit de pouvoir communiquer avec les compagnies pétrolières, convoquer les directeurs de Total ou Eni, qu'ils viennent aujourd'hui au niveau du Parlement s'expliquer, expliquer aux Congolais comment fonctionne la production. Parce que ça, c'est quelque chose que les Congolais ne savent pas. Comment est produit le pétrole? D'où part le pétrole congolais? Après que ça part du sous-sol, ça part où? Et quelles sont ces machines-là, ces engins-là, qui viennent donc prendre ce pétrole-là à l'endroit où on l'a stocké temporairement? Est-ce qu'il y a-t-il un débitmètre du Congo, de l'État congolais? Y a-t-il des douaniers congolais qui signent après que ces tankers-là viennent charger? Combien de tankers sont rentrés? Tous, chers amis, tout ça, ça sera informatisé, automatisé. Il y aura un débitmètre suivi par tous ces capteurs et éventuellement le trésor public congolais est au courant de tout ce qui est pompé au travers de ces débits, par ces débitmètres que nous mettrons. Ce ne sont pas des hommes qui vont les relever, mais ça sera automatique, comme ici en Occident, chers amis. C'est ça la vision de la Pressassou, chers amis. Il faut que nous arrivions à voir la taxation. Mais dans tout ça, chers amis, il faut que nous mettions en place une véritable structure de formation au niveau de Pointe-Noire pour former les jeunes Congolais à étudier l'économie du pétrole. Chers amis, ça c'est très important. Les jeunes du Pointe-Noire, les jeunes du Congo vont étudier l'économie du pétrole. De l'exploitation au chargement et jusqu'au point de distribution. Ils doivent étudier la facturation, comment on calcule tous les calculs économiques qui sont tout autour du pétrole. Ils doivent être formés au niveau de Pointe-Noire, une université subventionnée par l'État congolais. C'est comme ça, chers amis, que nous allons nous en sortir. Et aussi, il faut qu'il y ait des formations du point de vue environnemental. Des jeunes Congolais doivent être formés sur l'environnement du pétrole.
quels sont les types de pollution qui peuvent être classifiés comme des pollutions très élevées? Quels sont les types de pollution qui peuvent être classifiés comme des pollutions négligeables? Mais à cela, à chaque pollution, comment est facturée la pollution quand une entreprise déverse des produits toxiques dans des zones environnementales? Ça va coûter combien à ces entreprises-là? Et comment l'argent sera payé à l'État congolais? Chers amis, ce sont des sources de revenus pour l'État congolais. Chers amis, vous voyez que l'après Sassou, il y a des Congolais qui l'ont déjà planifié. Chers amis, c'est ça la vision, les solutions. Mais dans le point de vue éducatif, on l'a déjà dit, chers amis, en prenant l'exemple de l'hôpital de référence qui a été construit au Niger et qui a coûté seulement 45 milliards de francs CFA en comparaison avec le dispensaire de Oyo, que Sassou a appelé l'hôpital général de Oyo, vous voyez bien que le petit dispensaire de Oyo a coûté plus de 180 milliards de francs CFA. Donc vous voyez que vous êtes capable de pouvoir construire 3 grands hôpitaux ou 4 de grande renommée comme l'hôpital de Niamey au niveau du Congo. Mais le plan, c'est de construire 8 grands hôpitaux généraux au niveau du Congo. C'est-à-dire que l'objectif ici, c'est de voir chaque département avec son grand hôpital pour qu'on ne puisse pas toujours s'assurer des évacuations sanitaires d'un point A à un point B, parce que ça aussi, ça va coûter de l'argent à l'État congolais. Rien n'est impossible, chers amis. Ce sont des hommes qui travaillent et la volonté de le faire. Et dans la volonté de le faire, il faut voir des hommes qui ont aussi ce côté qu'on appelle le côté patriotique, c'est-à-dire qui pensent que si je ne construis pas ça, personne d'autre ne pourra venir le construire dans mon pays. Éventuellement, notre frère Brice Nzamba a décrit qu'il nous faut un contrat social, c'est-à-dire des véritables magistrats avec une totalité d'indépendance. Parce qu'il faut le dire, mais pour que nous arrivons à l'indépendance des magistrats et l'indépendance de ces magistrats, nous apporterons dans la nouvelle constitution congolaise, tous ceux-là qui veulent devenir des magistrats doivent simplement aller chercher le suffrage universel auprès du peuple congolais. C'est-à-dire, les magistrats doivent être votés par le peuple congolais. Parce que c'est cela, chers amis. Nous ne pouvons pas continuer à rester dans le système francophone. Parce que vous voyez que le système de la France, où les magistrats sont nommés par la politique, aujourd'hui, toutes les affaires au niveau de France sont devenues des affaires politiques. La preuve en est que les enfants des Sassou sont arrêtés, mais on les libère au coût de 10 millions d'euros, éventuellement une décision politique et une décision économique. Ndengue, arrêté pour des crimes de sang qu'il a commis au niveau du Congo-Brazzaville, libéré par la justice française au cours de la nuit, et l'homme s'extirpe au niveau de Brazzaville dans la nuit. Vous voyez que ça, c'est une décision politique, et les magistrats sont donc, si vous voulez, coincés politiquement. Vous voyez, chers amis. Donc, pour emmener l'indépendance des magistrats, il faut que simplement les magistrats aillent chercher le suffrage universel auprès des populations, c'est-à-dire, ils font leur campagne et les populations vont décider qui ils vont voter comme magistrats. Et bien sûr, pour que le dossier soit approuvé pour être candidat à ces votes, il faut que vous ayez cette qualification d'homme magistrat intègre, chers amis. C'est cela l'éthique professionnelle, ce que nous voulons ajouter. Intègre, pas des magistrats qui ont déjà comploté dans le passé. Tous ceux-là qui ont complété dans le passé seront fouettés par ce moratoire que nous mettons en place, un moratoire de 40 ans, 50 ans, que tous ceux-là qui ont complété avec Sassou, que ce soit les magistrats, ne peuvent plus exercer toute activité judiciaire. C'est cela, chers amis, le nouveau Congo. Si vous avez des magistrats qui sont votés par les populations, les magistrats seront obligés de bien faire parce qu'ils doivent donc solliciter un autre mandat prochainement et ce sont les populations de juger. Aux États-Unis, l'indépendance de la justice est très forte. Voilà pourquoi vous voyez des magistrats qui arrêtent des politiciens, des magistrats. Mais demandez à Dominique Strauss-Kahn, nous pensons que si c'était en France, on n'allait pas mettre des caca dans les mains de Dominique Strauss-Kahn. Vous voyez, chers amis. Mais la justice américaine, parce que les magistrats, les grands procureurs sont votés par les populations, chers amis. Éventuellement, il faut décentraliser la gestion de la politique, il faut décentraliser la gestion du système judiciaire au niveau du Congo-Brazzaville. Et chaque
région va avoir un procureur principal, des magistrats principaux qui seront là, ainsi de suite, pour gérer les problèmes. On va refaire la construction des prisons au niveau du Congo, parce que ce sera, chers amis. Il faut que nous arrivions à réellement changer le pays, à donner l'indépendance aux magistrats, mais ce sont les populations qui donneront l'indépendance. Ce que la politique fera, c'est simplement mettre ça dans la Constitution et que les magistrats seront votés par les peuples, même les juges seront votés par les peuples. C'est cela, chers amis. C'est ça qui apporterait l'indépendance de la justice. Et donc, vous voyez que même un policier ne pourra plus ouvrir sa gueule devant un juge. Nous donnerons le pouvoir aux juges. Et c'est là où nous allons ramener la loi, ramener le pays vers ce que nous appelons un pays de droit, un pays de loi. Et si nous ne pouvons pas le faire, le Congo ne sera jamais un pays de loi. Et ça, c'est notre vision d'après Sassou. Et on le dit, chers amis, au maximum 3 ans que ça se tombe, nous allons conclure toutes ces choses que nous sommes en train de dire. Il suffit que nous soyons des hommes qui ont la détermination, la motivation et la volonté. Et surtout, des hommes instruits, des hommes disciplinés. Parce que la discipline, c'est l'objectif numéro 1. La discipline met dans l'homme des limites. C'est-à-dire, tu ne vas pas les mettre ton nez dans des affaires traitées par un autre département. Si tu es de la police, tu t'occupes de la police. Si tu es des investigations, tu t'occupes des investigations. Et ce sont les juges qui donneront des peines. Un policier n'a pas le droit de mettre sa main à un individu parce que ça serait contre la loi. Les crimes, c'est strictement prohibé par la loi. Et donc, tous ceux qui vont pratiquer des crimes seront donc simplement jugés et condamnés. Éventuellement, des juges congolais seront des hommes puissants, des hommes forts, des hommes capables même de déstabiliser un chef d'État. Le chef d'État ne sera plus le chef de la magistrature suprême, comme on le dit. C'est-à-dire celui qui gère la Cour suprême du Congo. Non, chers amis, ça ne se fera pas comme ça. C'est la Constitution qui sera le guide suprême du Congo. Sassou, ou celui-là qui sera président de ce pays, n'aura plus son doigt sur la justice pour dire qu'il est le chef suprême. Il ne sera plus le chef suprême de la justice, parce que la justice sera un pouvoir totalement indépendant de pouvoir politique. C'est comme ça que nous allons ramener le pays vers une nouvelle direction. Tant que nous ne le ferons pas, le Congo sera le carton. Alors, chers amis, avant que nous puissions arriver à toutes ces solutions que nous venons d'évoquer, refaire les universités, le système social, éventuellement donner la possibilité aux familles les plus pauvres, créer de l'emploi, parce que l'emploi, c'est ce que nous avons parlé sur le plan économique. L'emploi, c'est ce qui fait fonctionner un pays. Quand vous produisez, vous attirez le monde à venir travailler chez vous. Les gens qui travaillent paient des taxes. Les taxes font fonctionner l'État. Les taxes font fonctionner tous les services sociaux. C'est cela, chers amis, la vision du Nouveau Congo. Mais tant que nous n'enlèverons pas le pan foutu, le pan qui brise le Congo, le pan qui est déjà en train de planifier les élections présidentielles de 2023, ce Sassou-là, ce reptilien de la mauvaise espèce, l'homme qui massacre, qui tue, l'homme qui freine l'économie, le paresseux chronique, le chronique paresseux national, et qui ne compte qu'au pétrole, et faire le tour de toutes les autres capitales pour aller quémander de l'argent, pour aller s'endetter de l'argent. Toutefois qu'on lui donne de l'argent, il ne fait que croûter cet argent comme les grains d'arachide. Comme ce que nous appelons à l'époque, quand nous on a vécu en Caï, on appelait une quéquette. Une quéquette, c'est les graines d'arachide, les graines de maïs qu'on mélange avec les graines d'arachide et vous le faites passer un peu au chaud et ça devient un peu un mix de goût compliqué. Et voilà. Il ne fait que croquer ça. Le chronique paresseux national. L'homme qui ne fait que plonger le Congo dans l'hécatombe économique, aucune vision économique, et là, il planifie encore pour 2023. Pendant que nous, dans la diaspora, nous sommes là en train d'aller de gauche à droite, discuter, ainsi de suite. Trouvons un plan pour écarter cet homme. Et nous, nous sommes pour l'attaque physique, l'intégrité physique de cet homme, ou encore le plan militaire. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prière de la partager. On va simplement remercier tous ceux qui ont suivi la vidéo. Merci à Judas Tika qui vient de se connecter. Merci à Serge Bebeto Makele. Merci
à Makila Mabé, ça c'est ma maman, merci, merci maman. Merci à Stanislas Bazebi, merci d'avoir suivi la vidéo, priez à la partager. Merci à monsieur Serge Otto Mwangangumba, merci d'avoir suivi, merci d'être fidèle à nos directs. Merci à l'Ange Noir Miv, merci d'avoir suivi. Merci à Bertie Mbemba, ça c'est une dame qui suit souvent beaucoup de nos directs. Merci à Bertie Mbemba, prière de partager la vidéo. Merci à Willy Christian Ampion, merci d'avoir suivi. Merci à Victor Tempérance Divine Kiwangu, ça c'est notre coordonnateur de la convention de la diaspora des Congolais du Canada. Merci doyen, merci d'avoir suivi la vidéo. Encore, on le répète doyen, la convention de la diaspora du Canada n'est pas à vendre, on le dit. Tous ceux-là qui vont signer des accords avec des groupements politiques sans pourtant recevoir l'approbation du directoire, sont simplement contre les statuts de la convention. Et si ces individus se décident à aller signer des documents pour s'affilier à des partis politiques, à titre personnel, cela est acceptable. Mais ils ne peuvent pas aller signer au nom de la Convention de la diaspora des conventions du Canada. La Convention est pour le peuple congolais. La Convention sera là pour le peuple congolais. La Convention travaille pour le peuple congolais et non pour des petits groupements politiques qui ne visent que des affinités, des intérêts personnels. Ceux-là qui veulent aller négocier avec Sassou au niveau du Congo et ceux-là qui sont à la recherche des postes. La Convention n'est pas faite pour vendre. La Convention n'est pas là pour aller chercher les postes au Congo. La Convention veut briser Sassou et parler des solutions de l'après-Sassou dont nous avons évoqué. C'est cela. Voilà pourquoi nous tenons à réitérer. C'est cela, chers amis. S'il y a des amis qui sont des membres de la Convention et qui sont en train d'aller signer de la documentation des partenariats au nom de la Convention, alors honte à vous, parce que le directoire de la Convention ne vous a pas donné cette autorisation. Voilà, donc la Convention ne s'est pas engagée à une quelconque rencontre ou à appuyer un quelconque meeting, un quelconque meeting avec du monde au niveau de Paris, au niveau du Congo. La Convention soutient le peuple congolais, le peuple qui souffre, ce peuple-là qui a crié et ce peuple-là qui est maltraité. C'est cela que la Convention travaille. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc merci à Cristiano Mankou, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à Ulrich Prudonguma, 77 de Dani, les enfants de Pointe-Noire, on vous dit bonjour. Les enfants de Pointe-Noire, on vous le dit que Pointe-Noire demeure comme une mine. Chers amis, si vous, les enfants de Pointe-Noire, Ben Balbaville, les enfants de Tietie, Font-Tietie, les enfants de quartier Mouyonzi, les enfants de 120, les enfants de Mvumvu, les enfants de Siafumu, les enfants de Luandjili, les enfants de Timbamba, tous ces enfants de Pointe-Noire que nous avons peut-être oubliés ici, de Nkwiku, chers amis, tout ce monde-là, de Mvumvu, chers amis, si vous vous levez en bloc, ça sous-tombe dans les secondes qui suivent. Parce que le criminel en cravate, on l'a toujours dit, on le répète, qui a millions dans la défense, qui attend ses bonus en fin d'année. Quand les tankers ne pompent pas le pétrole, ils seront frustrés. Ils seront obligés donc de taper sur la table et demander à ces criminels politiciens français qui soutiennent le système criminel et dictatorial en Afrique. Et donc, ils seront donc obligés de ne plus soutenir Sassou. Voilà. Donc, merci aux enfants de CC de Dani. Merci à Lester Ingane Yukutula. Voilà, merci. Excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Merci à Gervais Bliss Bolonga. Merci d'avoir suivi. Merci à Laurent Paye. Merci. Voilà, on va essayer de voir. Merci à Chico Henriette Renaud. Merci à Célestin Gansui. Merci d'avoir suivi. Voilà. Merci à Baldini Diego, merci à Georgette Ngunga, merci à Jacob Paulin, merci à Ahmed Senda, et merci à tous ceux qui ont suivi, qu'on n'a pas pu prononcer, parce que vous êtes tellement nombreux, on ne peut pas prononcer le nom de tout le monde. Prière de partager, la lutte continue. Que Dieu nous garde. Pour vous qui croyez en Jésus-Christ, bon, croyez que sa résurrection va apporter la solution. Mais en tout cas, pour nous, nous ne croyons pas que la résurrection de Jésus va apporter la solution au problème du Congo. Si nous-mêmes, nous ne nous levons pas à buter Sassou, à briser le régime criminel des dictateurs de Brazzaville, personne ne viendra le faire à notre place. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci. Au revoir.